Saviez-vous qu'il existe des forêts où, à la tombée de la nuit, des milliers de minuscules lumières vertes ou bleuâtres scintillent mystérieusement, non pas à cause de lucioles, mais par la luminescence silencieuse d'organismes végétaux? Ce phénomène, aussi énigmatique que magnifique, est une réalité documentée dans des écosystèmes du monde entier, des humides forêts tropicales aux forêts tempérées les plus froides. La capacité de certains champignons à émettre leur propre lumière, un spectacle populairement connu sous le nom de feu de renard ou lumière de fée, a captivé l'humanité pendant des siècles, inspirant mythes, légendes et, plus récemment, une recherche scientifique approfondie. Nous ne parlons pas d'un tour de magie, mais d'un processus biochimique précis qui se produit au niveau moléculaire, révélant l'une des stratégies les plus fascinantes de la nature pour interagir avec son environnement dans l'obscurité la plus totale. Cette luminescence étonnante qui transforme le sol forestier et le bois en décomposition en une toile étoilée n'est pas le produit de la combustion ni de la chaleur. Il s'agit d'un phénomène de bioluminescence, une forme de lumière froide qui diffère radicalement de la lumière produite par une ampoule ou une flamme. Alors qu'une bougie émet de la lumière et une quantité considérable de chaleur comme sous-produit de la combustion, les champignons bioluminescents génèrent des photons avec une efficacité énergétique extraordinaire, perdant une partie minime de cette énergie sous forme de chaleur. Ceci est possible grâce à une série de réactions chimiques spécialisées qui ont lieu à l'intérieur des cellules du champignon. Pour comprendre comment cette merveille se produit, nous devons nous plonger dans la biochimie complexe qui anime cette lueur nocturne. Le cœur de la bioluminescence fongique réside dans une interaction complexe entre plusieurs molécules, les principales étant une molécule appelée luciférine et une enzyme connue sous le nom de luciférase. Contrairement à d'autres systèmes bioluminescents comme celui des lucioles ou des méduses, où la luciférine peut être structurellement très différente, chez les champignons, une voie métabolique unique a été découverte. Le processus commence avec un précurseur, l'ispidine, une molécule commune à de nombreux champignons, lumineux ou non, et essentielle à diverses fonctions biologiques dans le règne des fongies. L'ispidine est une molécule dérivée du métabolisme secondaire du champignon, ce qui signifie qu'elle n'est pas fondamentale pour sa survie de base, mais qu'elle l'est pour des fonctions plus spécialisées. La voie biochimique spécifique qui génère la lumière chez les champignons implique au moins 3 enzymes clés. Premièrement, l'ispidine est modifiée par une enzyme appelée hydroxylase, plus précisément une ispidine 3-hydroxylase. Cette enzyme ajoute un groupe hydroxyle à la molécule d'ispidine, la transformant en un composé intermédiaire. Cette étape initiale est cruciale car elle prépare la molécule pour la prochaine étape du processus, altérant sa structure chimique afin qu'elle soit reconnue et traitée par l'enzyme principale du système luminescent. L'efficacité de cette enzyme et la disponibilité de l'ispidine dans le champignon peuvent influencer directement l'intensité de la lumière observée. Après cette première transformation, le composé intermédiaire est ensuite traité par une seconde enzyme, qui est la véritable luciférase fongique. Cette luciférase, souvent identifiée comme FHISL en raison de sa relation avec l'ispidine, catalyse une réaction d'oxydation. C'est ici que l'oxygène joue un rôle fondamental. En présence de cette enzyme et d'oxygène moléculaire, le composé intermédiaire subit une série de réarrangements électroniques. Cette réaction libère de l'énergie et une partie significative de cette énergie est émise sous forme de photons que nous percevons comme de la lumière. La molécule résultante de cette réaction est une oxyluciférine, la forme oxydée de la luciférine qui n'est plus capable d'émettre de la lumière. Fait intéressant, les scientifiques ont découvert que le système ne s'arrête pas là. Il existe une troisième enzyme impliquée, une réductase, qui a la capacité de régénérer le précurseur ispidine à partir de l'oxyluciférine. Cela crée un cycle fermé où la luciférine ou son précurseur peuvent être constamment régénérés et réutilisés pour produire de la lumière. Ce recyclage efficace des molécules clés est ce qui permet aux champignons de maintenir leur lueur pendant des périodes prolongées, parfois pendant des jours ou même des semaines, à condition que les conditions environnementales soient favorables et que le champignon soit vivant et métaboliquement actif. Cette caractéristique de recyclage distingue le système bioluminescent fongique de nombreux autres systèmes biologiques qui nécessitent un apport continu de luciférine. L'intensité et la couleur de la lumière émise par les champignons peuvent varier. La plupart des espèces connues émettent une lumière allant du vert au bleu-vert, avec une longueur d'onde maximale d'environ 530 nanomètres, ce qui la situe dans le spectre du vert.
Cette spécificité de couleur est directement liée à la structure de la luciférine fongique et à la manière dont son énergie est libérée pendant la réaction d'oxydation. Bien que la variation chromatique ne soit pas aussi étendue que chez d'autres groupes d'organismes bioluminescents, tels que les poissons ou les invertébrés marins, la lumière verte est particulièrement efficace dans les environnements sombres des forêts, où l'œil humain et celui de nombreux insectes peuvent la détecter facilement. Mais pourquoi les champignons se donnent-ils la peine de dépenser de l'énergie pour briller dans l'obscurité? Cette question a longtemps intrigué les chercheurs et les théories ont évolué à mesure que l'étude de ces organismes fascinants s'est approfondie. L'une des hypothèses les plus solides et largement acceptées est que la bioluminescence sert de mécanisme pour attirer les disperseurs de spores. Dans le sous-bois sombre, où le vent n'est pas toujours un allié efficace pour la dispersion des spores, la lumière devient un signal visuel irréfutable. De petits invertébrés comme les scarabées, les mouches, les mille-pattes et les limaces qui sont attirés par cette lumière se posent sur les corps fructifères ou le mycélium lumineux du champignon. En entrant en contact avec le champignon, les spores microscopiques adhèrent au corps de ces animaux. Lorsque les insectes ou les mollusques se déplacent vers de nouveaux emplacements, ils emportent avec eux ces spores, les disséminant le long de leur chemin. Ce processus facilite la colonisation de nouveaux substrats et la propagation de l'espèce fongique, assurant sa survie et son expansion. Par exemple, des études menées sur le champignon Neonotopalis gardnerni, l'une des espèces les plus lumineuses du Brésil, ont montré que les scarabées de la famille des Elateridae sont fortement attirés par sa lumière, agissant comme des vecteurs efficaces pour ces spores. D'autres travaux ont identifié les mouches comme des disperseurs clés pour des espèces comme Mycena chlorophos au Japon. Une autre théorie, moins prédominante mais toujours à l'étude, suggère que la lumière pourrait avoir une fonction dissuasive. Certains chercheurs envisagent la possibilité que la lueur agisse comme un signal d'avertissement pour les prédateurs potentiels. Dans la nature, la luminosité est souvent associée à la toxicité ou à la présence de composés chimiques désagréables. Ainsi, un animal qui se nourrit de champignons, un fongivore, pourrait interpréter l'éclat comme une indication que le champignon est vénéneux ou non comestible, et ainsi l'éviter. Bien que cette théorie ne soit pas mutuellement exclusive avec celle de l'attraction de disperseurs, les preuves empiriques penchent plus fortement vers la fonction de dispersion. Historiquement, le phénomène de la bioluminescence fongique a été observé par l'être humain depuis des millénaires. Les anciens Romains, les Grecs et les cultures indigènes de diverses parties du monde, notamment en Asie et en Amérique, ont documenté le feu de renard, la lueur qui émanait du bois pourri dans les forêts. En Europe, ce phénomène était connu sous le nom de lumière des fées ou feu follet et était souvent associé aux superstitions et aux êtres mythiques de la forêt. Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ, a décrit le bois lumineux dans ses écrits et le philosophe grec Aristote a également fait référence à la lumière provenant du bois humide. Pendant des siècles, la vraie nature de cette lumière est restée un mystère. Ce n'est qu'au 17e siècle que des scientifiques comme Robert Boyle ont commencé à enquêter sur le phénomène de manière plus rigoureuse, bien qu'encore avec les limitations de la technologie de l'époque. Boyle a démontré que le feu de renard nécessitait de l'oxygène pour briller, une découverte fondamentale qui a jeté les bases de la compréhension de la bioluminescence comme un processus d'oxydation. Cependant, l'identification précise des champignons comme responsables de la majeure partie de la bioluminescence du bois, et non des bactéries ou des algues, prendrait beaucoup plus de temps à être confirmée. Actuellement, nous connaissons plus de 100 espèces de champignons bioluminescents, répartis dans différents genres et familles. Parmi les plus étudiés figurent des espèces des genres Mycena, Omphalotus, Panellus, Armillaria et Neonotopanus. Chacun de ces genres présente des caractéristiques uniques. Par exemple, le genre Mycena comprend de nombreuses espèces petites et délicates comme Mycena chlorophos qui sont très lumineuses et se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie et d'Amérique. Ces espèces ont généralement une luminosité constante, visible à l'œil nu dans l'obscurité totale. Le genre Omphalotus contient des espèces comme Omphalotus olearius, communément appelé champignon de la citrouille ou champignon jack-o'-lanterne, en raison de sa coloration orangée et de sa capacité à émettre une lumière verdâtre dans l'obscurité. Il est souvent confondu avec la chanterelle comestible, mais il est toxique s'il est ingéré, provoquant de graves troubles gastro-intestinaux. Sa bioluminescence, émanant des lamelles et du stipe, sert d'avertissement naturel pour éviter sa consommation. Ce champignon est courant en Amérique du Nord et en Europe, poussant à la base des arbres morts ou des souches. Les espèces d'Armillaria, communément appelées champignons de miel, sont un cas particulier. Bien que leur sporophore ne soit généralement pas luminescent, le mycélium, c'est-à-dire le réseau de filaments souterrains ou à l'intérieur du bois, émet une luminescence notable.
C'est l'origine d'une grande partie de la bioluminescence connue sous le nom de feu de renard. Armillaria mellea, par exemple, est une espèce très répandue qui provoque la pourriture blanche du bois chez les arbres vivants et morts, et son mycélium dans le bois pourri peut luire intensément les nuits sombres. Cette luminosité souterraine, ou incrustée dans le bois, sert également à attirer les invertébrés qui aident à sa dispersion ou à détecter la présence d'autres organismes dans le sol. Un autre genre d'un grand intérêt est Panellus, avec l'espèce Panellus stypticus, ou pleurote amère. Cette espèce est remarquable car elle est l'une des plus faciles à cultiver en laboratoire, ce qui en fait un modèle d'étude inestimable pour les scientifiques. On la trouve en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Sa luminosité est modérée, mais sa facilité de manipulation a permis des avancées significatives dans la compréhension de la biochimie et de la génétique de la bioluminescence fongique. Sa capacité à briller varie selon les populations. Celles d'Amérique du Nord sont généralement bioluminescentes, tandis que celles d'Europe ne le sont pas, ce qui suggère des différences génétiques et évolutives dans l'expression du trait. Les recherches les plus récentes dans le domaine de la bioluminescence fongique se sont concentrées sur le décryptage des mécanismes génétiques sous-jacents. L'équipe de scientifiques russes et brésiliens, dirigée par Ilya Yampolsky et Cassius Stevani, a été pionnière dans l'identification des gènes spécifiques responsables de la bioluminescence chez Neonotopanus erdoner. Ces gènes, collectivement appelés gènes de lumière, codent les enzymes clés qui participent à la voie biosynthétique de la luciférine et à la réaction luminescente. Cette avancée a ouvert la voie à l'ingénierie génétique, permettant la possibilité de transférer cette capacité de luminescence à d'autres organismes. L'identification de ces gènes a permis aux scientifiques d'isoler et de répliquer le système bioluminescent fongique en laboratoire. Cela signifie qu'il est désormais possible, par exemple, d'insérer ces gènes dans le génome d'autres plantes ou micro-organismes afin qu'ils acquièrent la capacité de briller. Des succès initiaux ont déjà été obtenus dans ce domaine. Imaginez des villes éclairées par des arbres qui brillent doucement la nuit, ou des plantes d'intérieur qui émettent une lumière d'ambiance sans avoir besoin d'électricité. Cette technologie a le potentiel de révolutionner l'éclairage durable, offrant une alternative à faible consommation d'énergie et respectueuse de l'environnement. Au-delà de l'éclairage, la bioluminescence fongique a des applications en biotechnologie et en biomédecine. Les systèmes luminescents peuvent être utilisés comme gènes rapporteurs dans la recherche biologique. Cela signifie qu'en fusionnant les gènes de la bioluminescence avec d'autres gènes d'intérêt, les scientifiques peuvent surveiller l'activité de ces gènes. Si le gène d'intérêt est activé, la plante ou la cellule bioluminescente s'illuminera, fournissant un signal visuel qu'un processus biologique spécifique est en cours. C'est inestimable pour étudier l'expression génique, l'interaction protéine-protéine ou pour détecter la présence de certains composés dans l'environnement. Par exemple, en agriculture, on pourrait développer des plantes qui brillent en réponse à la pénurie d'eau ou à la présence de pathogènes, alertant les agriculteurs des problèmes avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Dans le domaine de la biomédecine, les cellules modifiées pour briller pourraient aider à suivre la progression de maladies comme le cancer ou à surveiller l'efficacité de nouveaux traitements en temps réel. La polyvalence de ce système fongique, avec sa capacité à générer de la lumière de manière continue et sa relative simplicité biochimique, en fait un outil très prometteur pour l'avenir de la science et de la technologie. Il est important de souligner que la bioluminescence fongique diffère par sa biochimie de la bioluminescence observée chez d'autres organismes. Par exemple, les lucioles utilisent une luciférine et une luciférase différentes, qui nécessitent de l'adénosine triphosphate, une molécule d'énergie cellulaire. Les systèmes bactériens, quant à eux, emploient une voie impliquant des flavoprotéines et des aldéhydes à longue chaîne. Cette diversité des mécanismes bioluminescents à travers les différents règnes de la vie souligne l'évolution convergente, où différents organismes ont développé des solutions biochimiques uniques pour Même objectif, la production de lumière. L'émission de lumière par les champignons n'est pas toujours constante. Elle est influencée par plusieurs facteurs environnementaux et physiologiques. La température joue un rôle crucial. La plupart des champignons bioluminescents brillent de manière optimale dans une plage de température spécifique, généralement entre 10 et 25 degrés Celsius. Des températures très basses ou très élevées peuvent inhiber l'activité enzymatique et, par conséquent, l'émission de lumière. L'humidité est également vitale. Les champignons prospèrent dans des environnements humides et la sécheresse peut réduire leur métabolisme et leur capacité à briller.
La disponibilité d'oxygène est, comme déjà mentionné, une exigence absolue pour la réaction. Par conséquent, si le champignon se trouve dans un environnement anoxique, c'est-à-dire sans oxygène, il ne pourra pas produire de lumière. Le pH du milieu peut également affecter l'efficacité des enzymes. De plus, l'âge du champignon ou du mycélium influence l'intensité de la luminescence. Souvent, le jeune mycélium ou les corps fructifères à leur premier stade de développement sont plus luminescents. La disponibilité des nutriments dans le substrat du champignon a également un impact sur sa vigueur métabolique et par conséquent sur sa capacité à émettre de la lumière. La recherche sur ces organismes étonnants se poursuit. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension non seulement de la science derrière leur luminescence, mais aussi de leur rôle écologique complet et de la manière dont nous pouvons appliquer cette merveilleuse bio-ingénierie naturelle au bénéfice de l'humanité. La prochaine fois que vous marcherez dans une forêt par une nuit sombre, rappelez-vous que vous pourriez fouler un tapis de lumière invisible, un réseau de filaments et de corps fructifères qui pulsent d'une chimie ancienne et d'un dessin mystérieux. Si cette fascinante révélation sur les champignons bioluminescents a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères les plus profonds de notre planète et de l'univers, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures scientifiques. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a éclairé la connaissance. Partagez cette histoire avec vos amis pour que plus de personnes découvrent le monde étonnant de la bioluminescence. Et laissez-nous un commentaire en nous disant quel autre mystère de la nature vous aimeriez que nous démêlions. Votre soutien est l'énergie qui alimente notre quête incessante du savoir.